C'est ça. Vous me dire qui attaque. Bonjour à tous. Donc, bienvenue pour ce webinaire consacré aujourd'hui à la vaccination du senior, donc dans nos rendez-vous de l'URPS, donc c'est notre troisième webinaire que nous vous proposons afin d'accompagner les pharmaciens et plus vers leur nouvelle mission, donc à la fois ces derniers temps d'injection sans prescription de l'acte vaccinal, et puis dans l'année prochaine, en 2023, de prescription de la vaccination, qui est donc un tout autre enjeu que l'injection. Et pour ce faire, avec l'URPS, on vous a proposé plusieurs webinaires. Donc, on vous rappelle qu'ils sont disponibles notamment en replay pour les derniers, à savoir la vaccination contre le pneumocoque et le webinaire vaccination et santé publique sur notre chaîne YouTube. Vous tapez simplement @URPS pharmacien aura, et que nous vous proposons qu'aujourd'hui la vaccination du senior, et prochainement, donc pour le prochain en janvier, la vaccination de l'adolescent. En février, une présentation d'un outil pour la prescription d'aide à la prescription vaccinale. En mars, la vaccination de l'immunodéprimé. En avril, la vaccination du voyageur. Et enfin, en mai prochain, et on aura l'occasion de vous en reparler, la vaccination de la femme enceinte. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le professeur Gaëtan Gavazzi, qui est gériatre chef de service au CHU de Grenoble-Alpes, et qui va pouvoir nous parler de cette vaccination assez cruciale. Nos seniors, on a l'habitude de les avoir au comptoir, et on se rend compte parfois que sur certains rappels vaccinaux, notamment le DT polio et d'autres, on n'est pas toujours à jour. On pense que c'est des vaccinations qui sont parfois lointaines, réservées aux jeunes, et en fait, pas du tout. On est sur un âge charnière, un carrefour du parcours de vie, du parcours de soins du patient. Et ce patient senior, alors qu'on voit réarriver bien entendu en ce moment, notamment pour la vaccination antigrippale et le Covid, il y a aussi d'autres enjeux que ces vaccinations-là, notamment le zona, l'été polio, etc. Et donc, sans plus tarder, je laisse la parole au professeur qui va vous expliquer tout ça. Donc, on va consacrer à peu près 40 minutes, 3/4 d'heure à une présentation des enjeux de la vaccination du senior, et à l'issue, je propose un temps d'échange, notamment via le chat, pour les questions et réponses. Gaëtan, c'est à vous et merci. Merci de l'invitation. Grand plaisir d'être là avec vous, et on va aller attaquer très rapidement pour cet enjeu très particulier de la vaccination du senior. Alors, là, comme d'habitude, ça ne marche pas. Voilà. Donc, présentation globale. Ça, c'est mes conflits ou liens d'intérêt, on va dire. Ils sont à peu près partout, et aussi avec les agences et les institutions, l'OMS, le Comité de santé publique, l'ANSEM, etc. Ce qu'il faut avoir en tête, en fait, en premier lieu, donc je vais avoir 3-4 préambules absolument importants, mais qu'est-ce qui nous permet de nous décider à se vacciner ou à ne pas se vacciner, en tous les cas qui motive à l'aide, c'est en fait une question de perception. Et il y a dans l'enjeu individuel, c'est une perception en fait du risque de la maladie et de ses complications rapportée à la perception qu'on a du risque de l'efficacité des effets indésirables du vaccin. Et donc, en fonction de ces deux choses-là, nous, on va aller se vacciner ou pas, soit à titre individuel citoyen, soit à titre individuel professionnel de santé. S'y ajoute quelque chose pour la politique vaccinale qui est un petit peu différent et qui fait qu'il peut y avoir des vaccins qui sont très efficaces, mais pas recommandés par la politique vaccinale ou par l'HAS, c'est l'intérêt individuel par rapport à l'intérêt collectif. Et tout ça, ça se mesure sur un aspect coût-efficacité. À quel point l'outil, on va dire, collectif que représente l'HAS, à quel point le gouvernement est prêt à donner de l'argent, à dépenser de l'argent pour éviter un cas de grippe, éviter un cas de zona, éviter un cas de pneumocoque, on va y revenir. Mais il y a des vraies questions là-dessus, et ça explique beaucoup pourquoi les recommandations sur un même vaccin qui présente la même efficacité que chez tout le monde va être recommandé de façon tout à fait différente d'un pays à l'autre. Alors, quelque chose de très important, quand on parle de vaccin, il faut parler de maladies à prévention vaccinale. Là, je vous en cite quelques-unes. J'ai volontairement pas parlé du TT polio, mais je pourrais répondre aux questions. Je ne parle pas volontairement de la coqueluche aussi,
qui sont des choses très importantes aussi, mais qui sont un petit peu hors du champ par rapport, je dirais, à l'enjeu de santé publique. L'enjeu de santé publique, actuellement, il se fait autour de la grippe, il se fait autour de la maladie à pneumocoque, mais j'irai certainement un petit peu plus vite sur le pneumocoque, puisque vous avez un replay qui est déjà présent avec le professeur Elisabeth Botello-Nevers, le zona, bien sûr, et le Covid-19. Tout ce que je peux vous dire sur ces ensembles-là de maladies, elles ont un impact à la fois en termes de morbidité, donc la maladie elle-même, elle est plus grave chez les seniors en tant que pneumonie, en tant qu'influenza, en tant que zona, en tant que Covid, que chez le reste du monde, on va dire. Qu'il y a un plus haut risque d'hospitalisation et derrière de l'institutionnalisation, qu'il y a un plus haut risque de complications liées à ça, et on y reviendra tout à l'heure sur différents éléments, mais des complications de type cardiovasculaire notamment, de type dépendance fonctionnelle, on va y revenir, et donc d'une diminution de la qualité de vie derrière l'événement. Et donc les vaccins vont protéger aussi de tout ça. Donc on a un vrai impact très très élevé des maladies à prévention vaccinale, beaucoup plus élevé que chez l'adulte, on va dire, sain, non comorbide, ou chez le jeune adolescent. Et ça fait penser que les maladies dont on parle là sont des maladies plutôt bénignes, on va dire, dans la tête de tout le monde, alors qu'en fait, chez le sujet vieillissant, eh bien, c'est une maladie qui est très grave, ou directement ou indirectement, et à moyen et long terme. Donc, vous voyez, ça fait beaucoup déjà dans la perception du risque. Il faut vraiment avoir ces choses-là en tête. Quelles sont les vaccinations? Alors, j'ai dit, je ne parlerai pas de DTP, coqueluche, hépatite A, etc., qui sont dans le calendrier vaccinal. On a le pneumocoque, on a la grippe, on a le Covid et le zona. Donc, c'est les choses. Le pneumocoque, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est pour vous rappeler, voilà le schéma vaccinal, voilà les choses qu'il y a à faire. Dans les nouveautés de 2022, eh ben, on a le tétravalent haute dose pour les plus de 60 ans. On a l'extension de la vaccination chez les professionnels de santé. La quatrième, mais c'était la quatrième dose Covid dans le calendrier vaccinal, mais on est à la 5e ou la 6e normalement. Et puis, en effet, les infirmières et pharmaciens d'officine peuvent vacciner l'ensemble des personnes, y compris celles non ciblées dans certaines recommandations vaccinales. Donc, vraiment, il y a un rôle maintenant très important des pharmaciens. Et je dirais que c'est ce qu'on discute depuis à peu près 15-20 ans, puisque tout ça, ça a été installé il y a plus de 20 ans aux États-Unis, le rôle du pharmacien, plus de 10 ans en UK. C'est l'extension du rôle et du rôle de certains professionnels de santé et, je dirais, des opportunités vaccinales, parce qu'il faut parler d'opportunités vaccinales. Ne pas vacciner quand on peut le faire. Donc, pour suivre, il va y avoir, est-ce que les vaccins sont efficaces? On va voir sur les données, sur les maladies de prévention et l'impact de l'âge là-dedans, et puis peut-être moins des questions, mais certaines évidences sur ce qu'est la politique vaccinale. Alors, l'immunosénescence, c'est à peu près tout ça. Là, il y a si vous voyez cette diapo, il y a du vieillissement, on va dire, réussi, où en fait, l'immunosénescence, on vieillit aussi sur son immunité, sur sa tolérance, sur sa façon dont on répond au vaccin, mais aussi, on peut être dans une situation de vieillissement qui est plutôt accélérée et qu'on appelle le vieillissement pathologique, où on va avoir une immunosénescence beaucoup plus précoce. Toujours est-il qu'il faut avoir en tête qu'il y a une énorme hétérogénéité en fait là-dedans et que c'est très compliqué de savoir celui qui va répondre ou pas répondre, celui qui va avoir un risque particulier de ces infections plus qu'un autre. Mais en tous les cas, il y a une florilège depuis 10 ans d'études sur l'immunosénescence. Elles aboutissent à des tonnes de choses qui sont plus ou moins vraies. Pourquoi? Parce que si vous regardez, là, c'est la réactivité qu'on peut avoir vis-à-vis d'un antigène VZV, que ce soit par un test lymphocytaire, que ce soit par un test cutané. Eh bien, on voit que dès 40-50 ans, il y a un effondrement de cette réponse-là. Et vous allez voir en parallèle tout à l'heure que dans le zona, il y a une augmentation très claire de l'incidence du zona. Donc, il y a une vraie immunosénescence qui s'exprime là. Là aussi, vous avez une vraie immunosénescence vis-à-vis d'un vaccin. Et vous voyez qu'il y a une déclinaison, une perte. Quand on met le R carré là, qui est entouré, c'est que l'âge et ce qu'on appelle la fragilité expliquent à peu près 60 à 70% de la variabilité de la réponse immunitaire de type immunoglobuline vis-à-vis d'une
vaccin qui est le pneumocoque conjugué 7 valences, qui est un vieux vaccin, et le pneumocoque polysaccaridique 23 valences. Donc, on se dit, bah, voilà, c'est clair, l'immunosénescence est là. On a plus de maladies zona quand on vieillit à cause de cette immunosénescence, et puis on répond moins au vaccin. Quand on regarde l'efficacité vaccinale globale du vaccin, de tous les vaccins anti-influenza, donc anti-grippaux, on est à 37-40% chez le plus de 65 ans d'efficacité. Donc, c'est pas terrible, quoi. Et puis, quand on regarde chez le plus jeune, on sait qu'on est à 70%. Donc, on se dit, bah, il y a une vraie diminution d'efficacité immunologique, je viens de le montrer, immunologique en réponse vaccinale et en efficacité clinique. Sauf que quand on regarde avec le dernier vaccin Zona qu'on n'a pas encore, qui va s'appeler le Shingrix, et qu'on regarde chez les plus de 80 ans, avec ce vaccin sur lequel je reviendrai tout à l'heure, eh on a 90% d'efficacité clinique. Donc là, l'immunosénescence n'existe pas vraiment. Puis quand on regarde les réponses lymphocytaires, ben, elles sont là. Tiens, c'est marrant ça. Quand on regarde la vaccination Covid, première publication sur la vaccination Covid sur le BNT 162 de Pfizer, clairement, le plus de 75 ans, vous voyez, il répondait pratiquement à 100%. Donc, on est dans des très bonnes réponses vaccinales anti-Covid et heureusement qu'on a eu ça. Ça nous a permis, d'avoir un petit peu moins de morts, mais aussi d'avoir un peu moins de travail à l'hôpital depuis 2021. Donc, en fait, je vous dis, il y a de l'immunosénescence, mais en fait, il y en a, mais il n'y en a pas, etc. Qu'est-ce qu'il nous raconte, ce garçon? C'est un peu bizarre. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est les biomarqueurs. Et en fait, on utilise et on va vous vendre des biomarqueurs d'efficacité vaccinale, d'efficacité immunologique, qui ne reflètent pas ce qui se passe vraiment en clinique. Ou en tous les cas, ça varie d'un vaccin à l'autre. Donc, bien sûr, on peut parler d'immunosénescence, mais ce n'est pas ça qui dirige l'ensemble des choses. D'accord? Et donc, quand on vous parle d'efficacité vaccinale, s'il vous plaît, allez sur l'efficacité clinique, parce que la corrélation bioclinique n'est pas certaine. Et les anticorps neutralisants actuellement sur la Covid en sont une nouvelle preuve, c'est-à-dire qu'on a eu une belle corrélation, qu'on en a un petit peu moins, mais la maladie Covid, on y reviendra, elle évolue elle-même aussi, donc c'est ça. Donc, c'est tout ça, ça limite vraiment, je dirais, l'immunosénescence, elle existe. Son rôle réel dans la réponse immunitaire vis-à-vis des vaccins, c'est sûr qu'il y en a une, mais elle est différente d'un vaccin à l'autre parce que des fois, on trouve la solution technologique pour stimuler suffisamment encore même des vieux immunosénescents comme je suis en train de le devenir. Alors enfin, on va brosser un petit peu le tableau sur toutes les maladies, influenza, pneumocoque, etc. Alors voilà, ce qu'il faut avoir en tête sur la maladie elle-même grippale, vous allez avoir des fausses impressions par rapport à votre activité. Donc, je vous le dis tout de suite, vous allez vacciner, puis vous allez avoir une année plein de personnes qui seront vaccinées et qui vont quand même faire la grippe. Et bien là, il faut être capable de répondre. En fait, il y a une vraie variabilité. Il y a une variabilité régionale. Il y a une variabilité même presque départementale de l'évolution de la grippe. Et de fait, il y a des impacts en fonction du pathogène dans l'année qui va être plus ou moins important, qui va faire que ce que vous voyez là, vous pouvez avoir des épidémies. Alors, je ne sais pas si ça marche, oui, je peux vous montrer. Donc, vous voyez flèche rouge, flèche bleue, flèche verte. Vous voyez que la flèche rouge montre qu'une année, il y a une très, très, très grande épidémie en 2015-2016 dans la communauté qui ne s'est pratiquement pas traduite par une hospitalisation que vous voyez à votre droite. Et que vous voyez en bas, il n'y avait pratiquement rien comme épidémie en EHPAD. Par contre, on avait une très bonne épidémie grippale. Donc, ça veut dire que c'était une grosse grippe, mais elle n'était pas aussi impactante et aussi grave, même dans les populations les plus immunodéprimées et les plus âgées. À l'opposé, on peut avoir l'année d'après, en bleu, une épidémie moins importante en communauté, mais déjà beaucoup plus impactante en hospitalisation et extrêmement impactante dans les EHPAD, avec des épidémies majeures. Je ne peux pas vous donner toutes les explications, on n'a pas le temps là-dessus, il y en a un petit bout, mais c'est juste pour vous dire que vous pouvez avoir une variabilité épidémique selon l'endroit, selon l'endroit géographique, mais l'endroit aussi où sont hospitalisés, où sont les gens, et selon l'année, très, 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 très variable. Donc, des visions épidémiologiques qui sont très compliquées à voir. Donc, vous saviez que le Covid, c'était compliqué. La grippe, c'est encore plus compliqué.
Est-ce qu'elle existe toujours? Surtout, non, elle n'a pas disparu. Donc, si vous voyez 2021-2022, 2022, on est en train de rentrer dedans. Hein. C'est des données assez récentes là. On est en train de rentrer dans l'épidémie grippale. Elle a commencé pour une fois à l'ouest. Si je vous montrais, globalement, il y a le Covid ou la grippe, ça se vaut. C'est la moitié est qui subit tous les ans les plus grosses épidémies et la moitié ouest, c'est un petit peu océanique, c'est un petit peu moins important. Cette année, l'épidémie commence par la Bretagne. Voilà, mais vous voyez, on est en train d'augmenter 2021-2022. Ça a été une vraie épidémie en deux parties. Et en 2021, pardon, 2021-2022, 2021-2022, 2022-2023, bien là, on attaque clairement aussi l'histoire. Est-ce que ça fait des morts? Vous voyez, ça, c'est les données 2017, 2018, 2019. En moyenne, en Europe, c'est plus à 50 000 à plus 200 000 surmortalité par rapport à une mortalité que vous voyez là, qui est la mortalité attendue l'été. Chaque été, on est en bas. Chaque hiver, on est un petit peu plus haut, sans dire ce que c'est. Et vous voyez en vert, tout ce qui est ce qui dépasse ces courbes, c'est la surmortalité. Et donc, on a une surmortalité claire par les épidémies hivernales, alors qu'ils sont de la grippe, du VRS, plein d'autres choses. Mais ça, c'était avant le Covid. Donc, vous rajoutez le Covid maintenant. La grippe est grave. La grippe est grave, mais comment? Elle est grave aussi par ce qu'elle implique au niveau cardiovasculaire. Et quand on regarde, eh bien ça, c'est comment une maladie grippale va provoquer de la cardiopathie ischémique, de l'infarctus du myocarde, de la décompensation cardiaque. Et quand vous regardez, c'est à peu près plus 2, mais dans certaines études, ça va être jusqu'à plus 10, plus 20. C'est en fonction de la date de la grippe, eh bien, vous allez avoir une augmentation, un surrisque d'infarctus, d'accident vasculaire cérébral qui varie de 1 à 10 en fonction du moment où vous avez eu votre grippe. Est-ce que ça a un autre impact? Oui, ça a un impact très important sur la dépendance fonctionnelle. Chez les plus vieux, il y a cet aspect qui est le risque de la fragilité est un état de prédépendance qui fait que quand on a un événement de santé, quel qu'il soit, il peut y avoir une dépendance fonctionnelle qui s'installe. Une dépendance fonctionnelle, ça veut dire une perte sur la performance physique, sur la capacité à aller faire ses courses, la capacité à se déplacer, la capacité même à prendre soin de soi-même à domicile, manger, se lever, etc. Donc, c'est ça qui a été montré dans ces deux études, dans la troisième que nous, on a fait, et au niveau national, où on montre clairement qu'il y a un impact jusqu'à 3 mois après, chez près de 35% des personnes en France, toutes les personnes de plus de 80 ans qui ont eu une grippe, qui ont survécu, donc 15, 20, 25% de mortalité à 3 mois, 35% des survivants ont en plus une dépendance fonctionnelle qui s'est installée et qui va être fixée puisque c'est jusqu'à 3 mois après. Donc, vous voyez, c'est un impact majeur sur la qualité de vie et qui n'est pas du tout mesuré par l'efficacité vaccinale. On y reviendra tout à l'heure. Alors, est-ce qu'il y a une efficacité sur ces aspects-là? Eh bien, regardez, c'est assez intéressant. Ça, c'est l'efficacité vaccinale. Je vous ai dit tout à l'heure que le vaccin antigrippal, il ne marchait pas beaucoup, que dans 30% des cas, 40% des cas, chez les plus de 75 ans, il diminuait l'incidence de la grippe. Donc, vous allez me dire, pas terrible, est-ce que ça vaut le coup de se vacciner? Bon, c'est déjà pas mal, mais regardez, en fait, ça prévient et ça diminue à peu près de 10 à près de 30% le risque d'infarctus du myocarde. Et plus vous vaccinez chaque année, plus cette protection augmente. Alors, ce n'est pas inintéressant parce que c'est à peu près équivalent à l'efficacité d'une statine que l'on prend tous les jours. Sauf que là, c'est une injection dans une épaule, une fois par an. Donc, on se dit, en termes d'adhésion au traitement, c'est pas mal quand même. Hein, c'est plutôt plus simple, on va dire. Alors, autre chose, vaccination, efficacité, on a la chance d'avoir un vaccin haute dose maintenant. Et ce vaccin haute dose, là, c'est un cumul, vous aurez le replay, donc vous pourrez prendre le temps de regarder, mais ça, c'est très intéressant. Il y a un essai randomisé qui montre versus standard dose sur du trivalent. Et là, il y a un nouvel essai quadrivalent qui est en cours au Danemark, qui a ses premiers résultats qui montrent en effet qu'il y a une diminution
du taux d'hospitalisation, du nombre de pneumonies associées et du nombre d'hospitalisations liées à une grippe et une diminution de la mortalité surtout liée à une pneumonie ou à une grippe quand on se vaccine avec du haute dose versus du standard dose. Donc, vous avez une efficacité relative de plus 24% globalement quand vous utilisez du vaccin haute dose chez les gens de plus de 65 ans. Alors ça, c'est une petite fierté personnelle, donc je la mets. On a réussi avec les données nationales à faire une analyse avec donc un jeune docteur junior, enfin un jeune interne, de regarder sur notre cohorte si les gens qui étaient vaccinés contre la grippe, mais qui faisaient finalement la grippe, eh bien, est-ce que ce vaccin diminuait la gravité de la grippe? Et on a dit oui, puisque ça diminue en fait le nombre de décompensations cardiaques, mais surtout, c'est que le vaccin avait une efficacité à prévenir la perte d'autonomie. Et donc, c'est le seul argument sur l'ensemble des données là, que je vous présente, c'est de montrer que quand on acquiert de la dépendance après une grippe, eh bien, ce n'est pas lié au fait qu'on a fait une décompensation cardiaque, ce n'est pas lié au fait qu'on avait beaucoup de comorbidités, c'est le Charlson, ce n'est pas seulement lié au fait d'avoir fait une confusion, parce que non, c'est surtout lié au fait d'avoir été vacciné ou pas. Et si vous êtes vacciné, eh bien, vous diminuez d'à peu près 80% votre risque d'acquisition de dépendance fonctionnelle. Un nouvel argument pour dire ça vaut le coup de se vacciner, parce que même si vous pouvez éviter la grippe, vous pouvez éviter l'infarctus du myocarde, et si vous ne l'évitez pas la grippe, eh bien, il va y avoir un impact de la grippe qui va être beaucoup moins important chez vous, notamment sur la dépendance. Qu'en est-il du pneumocoque maintenant? Bon, vous savez maintenant qu'il y a un schéma traditionnel sur lequel je vais pas revenir. Le vaccin polysaccharidique était, et donc il y a un replay très spécifique. La vaccination antipneumococcique est vraiment très importante chez le sujet âgé et pas dans certaines conditions. Je vais y revenir. Le vaccin polysaccharidique, il a une certaine efficacité. La seule chose qui était un petit peu gênante avec ce polysaccharidique, enfin son avantage, c'est 23 valences, donc 23 pneumocoques différents. C'est comme si vous disiez, il y a 23 Covid différents qu'on couvre avec un vaccin, donc ce n'est pas rien. On couvre 23 pneumocoques, mais par contre, il n'est pas immunogène au niveau du portage muqueux et donc n'empêche pas la diffusion. Et donc, s'il y a du portage, ça veut dire qu'il y a de la transmission, etc. Par contre, il y avait une efficacité assez bonne donc, chez les résidents en EHPAD. Le vaccin conjugué 13 valences qu'on a actuellement, il est beaucoup plus immunogène, il a une efficacité un petit peu supérieure et surtout, quand il était utilisé chez l'enfant, il diminuait aussi l'impact chez immunodéprimés chez le plus de 75 ans. Pourquoi? Parce qu'en effet, il donne une immunité muqueuse, donc il diminuait le portage, et en diminuant le portage, il diminuait la transmission. Néanmoins, quand on rajoute et l'enfant et le sujet âgé vacciné, eh bien, on a une efficacité à près de 75% sur les sérotypes concordants. Donc, le schéma, il est simple, mais il n'est pas basé sur l'âge. Et ça, c'est une vraie discussion qui est entamée avec le comité technique de vaccination de l'HAS, c'est de dire maintenant, il va peut-être falloir changer les choses parce qu'ils nous ont tellement de pathologies associées, les sujets âgés, que ce serait peut-être plus simple, non pas de faire baser sur le risque immunodéprimé, non immunodéprimé de type cardiopathie, insuffisance respiratoire, bref, toute la liste qu'il faut avoir en tête pour savoir si vous êtes dans l'indication ou pas. Nous, on sait que l'âge est un vrai facteur de risque. On va y revenir. Là, c'est juste pour vous dire qu'il y a quand même un petit problème avec ce schéma-là, c'est que actuellement, finalement, chez le plus de 75 ans, et vous voyez ce schéma juste en bas, on a un échappement, un glissement des sérotypes non contenus dans le PCV13 et non contenus dans le pneumo 23. Et donc, on n'a plus qu'une, je dirais, une couverture vaccinale qui est inférieure à 50% des pneumocoques qui circulent. Pourquoi? La nature ayant horreur du vide, si on évite d'avoir un portage avec un certain type de pneumocoque, d'autres pneumocoques arrivent. Ces pneumocoques peuvent être pathogènes et d'autres un peu moins pathogènes. Et là, sont en train de venir un certain nombre de pathogènes importants qui ne sont pas tous contenus, et notamment le 24F qui est, je dirais, assez pathogène. Donc, c'est ce qu'on appelle les sérotypes. Et bien sûr, le schéma vaccinal ne veut pas. On a des petites solutions.
Donc, les nouveaux vaccins, PCV 15, donc 15 valences, 13 plus 2, et puis PCV 20, 13 plus 7. Donc, ils ont tous été évalués, mais il n'y a pas eu d'essai randomisé spécifique chez le sujet de plus de 65 ans. Néanmoins, il y a savoir, quand on parle de vaccination, bonne tolérance. Je ne vous l'ai pas dit pour la vaccination antigrippale, mais il y a une bonne tolérance globale des vaccins chez les plus de 65 ans dans la vaccination antigrippale. Là encore, une bonne tolérance du pneumo 23, une bonne tolérance du PCV 13. Le PCV 15 montre une bonne tolérance aussi. On a une efficacité vaccinale qui est bonne, qui est à peu près équivalente au PCV 13 sur les mêmes sérotypes. PCV 20, et c'est des études d'immunologie, ce n'est pas des études cliniques qui montrent leur efficacité, encore une fois, clinique. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au départ, c'est mieux d'avoir des données cliniques. On n'a pas les données cliniques encore, mais on a les données d'immunologie. Ça veut dire que quand on vaccine avec le PCV 20 ou le PCV 13 sur les sérotypes communs, on a une immunogénicité équivalente. C'est-à-dire que les gens ils réagissent bien au vaccin. De la même façon, on a une immunogénicité équivalente entre le PCV 20 et le polysaccharidique, 23 valences. Donc, on est plutôt rassuré et en plus, on a une bonne tolérance. Petit bémol, pas d'études cliniques spécifiques chez les très âgés. Qu'est-ce que ça amène, ces nouveaux-là? Vous voyez, le PCV 20, on va arriver à un petit peu, si on le rajoute par rapport au PCV 13, on va dans le groupe d'âge de plus de 65 ans, on va augmenter la couverture vaccinale. Sur l'ensemble des risques de pneumocoque, on va avoir cette possibilité assez intéressante de majorer la couverture vaccinale. C'est comme si vous disiez aujourd'hui avec le Covid, puisque les gens connaissent mieux le Covid, eh bien, avec les bivalents, on arrive à augmenter la couverture vaccinale. Avec le quadrivalent pour la grippe, eh bien, on arrive à augmenter la couverture vaccinale de l'ensemble des virus grippaux qui circulent en ce moment. Donc, c'est quand même un bénéfice. On ne sait pas encore ce que va donner la recommandation HAS qui va avoir lieu cette année, qui va être ou de faire peut-être comme aux États-Unis, au-delà de 65 ans, on propose ou le PCV 20 tout seul, ou le PCV 15, puis le 23 valence. Je vous avoue que moi, j'aime bien les choses simples. Donc, si on pouvait passer à quelque chose de simple, ce serait très intéressant, avec une seule convocation, puisque quand on fait le PCV 13 et le pneumocoque 23 valence, il faut qu'il y ait quelques 8 semaines de différence, donc il faut reconvoquer les gens, et c'est toujours un petit problème. On va voir que tout ça n'est peut-être pas anodin par rapport aux couvertures vaccinales. Covid. Alors, Covid, vous savez tous à peu près ce qu'il y a. J'ai fait un vrai résumé. Alors ça, c'est un super résumé, super ultra rapide. On va dire sujet âgé, très haut risque, âge plus comorbidité égale surmortalité. Alors, ça, c'était très, très vrai 2020, 2021. Puis 2022, on s'aperçoit quand même qu'il y a des maladies. La maladie Omicron a une sévérité qui est un petit peu moindre. En tous les cas, on n'a plus les SDRA. On commence à avoir, je dirais, un Covid qui ressemble à la grippe. Et peut-être même un petit peu moins grave. Mais en tous les cas, de la même façon, avec l'implication dans les phénomènes cardiovasculaires, l'implication on vient de finir une étude sur le Covid et la dépendance, ça donne de la dépendance fonctionnelle à peu près au même niveau que la grippe. Mais par contre, l'Omicron, c'est un petit peu plus de transmission. Bien que sur les dernières semaines, on va dire que les nouveaux variants, les sous-variants d'Omicron ont l'air d'être un peu différents. Qu'est-ce qu'on a comme réponse? On a eu les deux ARN, BioNTech et Moderna, avec les bivalents maintenant qui sont présents. On a aussi ce qui est à vecteurs viraux, l'AstraZeneca et Janssen, mais avec des restrictions. Et il m'intéresse un petit peu moins, on va dire. À venir, il va y avoir les adjuvés, peut-être avec des durées un petit peu supérieures. Pourquoi je dis ça? Parce que si on prend l'histoire, et je vais aller très vite sur ces datas, juste pour vous présenter qu'il y a eu on va dire, une analyse de l'efficacité vaccinale avec l'ère de la souche Wuhan originaire, la version qu'on a appelée pré-delta. Après, on a eu une période intermédiaire et puis une période delta. Comment ça marche, ça? Ce que je vous montre là, c'est vrai aussi sur Omicron, mais c'est un peu plus récent, donc je ne voulais pas vous montrer. Regardez l'efficacité vaccinale qui diminue en fonction du type
de virus qu'on a, mais aussi en fonction du temps. Et donc, on arrive à des, je dirais, alors c'est peut-être la vraie expression là de l'immunosénescence, ça va être de dire, ben, on arrive à avoir des très hauts niveaux de réponses vaccinales initiaux, de très bonnes réponses quand on se revaccine, mais par contre, la durée de la protection est faible. Et quand on regarde, oui, bien sûr qu'il va falloir avoir des réponses vaccinales. Donc, on doit proposer un deuxième rappel. Et pour la plupart, ça devrait être une 5e dose pour beaucoup d'entre nous. Le 60-79 ans, ben, on dit rappel vaccinal tous les 6 mois. Et puis, le plus de 81, tous les 3 mois. Alors, c'est terrible. Alors, j'échange avec vous. C'est ma vie professionnelle quotidienne qui me dit ça. J'ai eu plusieurs patients. Alors, j'en ai eu un, donc je le racontais de façon anecdotique. Maintenant, je ne peux plus le dire. Il y en a plusieurs. Ils me disent, mais en fait, vous êtes en train de me dire, là, vous voulez me revacciner contre la Covid. En fait, c'est moins efficace que le vaccin contre la grippe. Alors, je dis, ben non, en fait, non, c'est plus efficace. On vous vaccine, vous êtes protégé, alors que la grippe, c'est 1 fois sur 2, vous voyez. Elle dit, ah non, mais la grippe, moi, je le fais qu'1 fois par an. Dans la tête des gens, le fait de refaire, ça veut dire que ça marche moins bien. Et ça, il faut savoir le vendre aussi. Il faut savoir l'expliquer et dire, ben, en fait, non, il marche très bien, mais il a une durée d'action et il y a une évolution des souches qui fait que ben, on est obligé de le refaire tous les 3 mois si vous voulez être vraiment protégé. Mais en tous les cas, quoi qu'il arrive, vous voyez des efficacités dans ces cas-là qui sont très, très importantes à partir du moment où on reste dans ces 3 mois. Les effets sont essentiellement locaux et très peu systémiques. Donc, c'est des vaccins qui sont relativement bien tolérés. Même les bivalents, tels qu'ils ont été présentés, ils n'ont pas de plus d'intolérance. De la même façon, la co-administration avec la grippe ne fait pas plus d'effets indésirables que le vaccin Covid tout seul. Ça paraît un peu non intuitif, mais quand on vaccine des 2 côtés, on n'a pas plus d'effets indésirables. La tolérance, donc il y a eu la toxicité cardiaque, je ne vais pas y revenir, mais voilà, c'est le seul truc qui a été vraiment, et c'est vraiment très rare, et c'était après la 2e dose, donc on s'en sort maintenant. La recommandation, je vous l'ai remise là, pour quel public? Ça, je trouve que c'est très clair. Donc, voilà, si vous avez à copier quelque chose, voilà, mais c'est disponible sur vaccin anti-Covid. Ma situation, j'ai mon âge, c'est le bivalent, c'est tous les 6 mois, c'est tous les 3 mois, je suis résident en EHPAD, c'est tous les 3 mois, etc. La question, c'est vraiment l'organisation, on y reviendra. Qu'en est-il du zoster? Alors, zoster, ben, vous n'allez pas avoir le temps de regarder, mais regardez bien à gauche, c'est l'augmentation, je vous disais, en haut à gauche, vous avez l'augmentation de l'incidence du zona. Alors, l'incidence du zona jusqu'à 40-50 ans, c'est 2 à 4 pour 1000 personnes année. Donc, vous voyez, ce n'est pas grand-chose. Quand vous êtes médecin généraliste, vous en voyez 2, 3 par an des zonas. Donc, vous avez l'impression que c'est rare. Mais en fait, c'est 300 000 personnes par an. 300 000 personnes par an. Et essentiellement des gens qui ont plus de 50-60 ans. Et si on prend sur une vie cumulée, le risque de zona, c'est avec 1 personne sur 4 à 1 personne sur 5 vont avoir dans leur vie un zona. Donc, à titre de professionnel, ça paraît rare. À titre individuel, si vous êtes 5 dans la famille, il y en aura au moins 1 qui va l'avoir. Et qu'est-ce que ça fait quand on l'a un peu plus vieux, au-delà de 60 ans? C'est de la fatigue chronique, de l'anorexie, de la perte de poids, beaucoup de douleurs, et c'est 1 personne sur 3 qui a 1 an a encore des douleurs post-zostériennes chez le plus de 80 ans. Du coup, il y a un impact à la fois psychologique et à la fois sur le fonctionnement. Ce qui fait que le vaccin, au départ, a été évalué non seulement sur HZ, ce que vous voyez, qui n'est pas entouré, donc c'est l'incidence. Donc, ce premier vaccin, qui est un vaccin à virus atténué, donc c'est un virus vivant, donc il faut faire attention, on va revenir là-dessus, mais interdit chez les gens immunodéprimés, puisque c'est un virus vivant, le fameux Zostavax, c'est le seul qu'on a en France actuellement. Bien, il est indiqué chez toutes les personnes de plus de 50 ans, en vrai, en Europe. Il a la MM là-dessus. Par contre, vous allez voir, les recommandations sont un peu différentes. Parce qu'on a estimé qu'il y avait une perte d'efficacité, vous voyez, sur l'incidence HZ, il y a une perte d'efficacité entre 60-69 ans, 70-79 et plus de 80 ans. Et donc, on a dit, ça ne vaut plus le coup. Éviter, pour 1 personne sur 5 de plus de 80 ans un zona, ça ne vaut plus le coup. Ça a été ça. En fait, c'est moins co-efficace.
Donc, l'État ne veut pas dépenser d'argent là-dessus. Mais on n'a pas regardé ce que ça faisait sur les douleurs post-zostériennes, post-hepatic neuralgia, ou sur la dépendance fonctionnelle. En fait, on s'aperçoit que même si le vaccin ne marche pas et n'évite pas un zona, en fait, il évite la sévérité du zona. Et du coup, les gens ont un impact du zona sur une maladie, ils font leur zona, mais ils vont avoir moins de douleurs post-zostériennes. Et ils vont avoir surtout une fonctionnalité qui va pratiquement être aussi efficace que pour les 60-69 ans, qui ont finalement le zona. Donc, bien garder ça en tête. Et puis, il y a le deuxième là, qui arrive, qui va être analysé cette année, et j'espère bien validé. Alors, on a même un recul maintenant à 8 ans d'efficacité, de même pour le vaccin Zostavax. C'est 90 à 90% d'efficacité chez les plus de 80 ans. Donc là, quand celui-là il va arriver, on ne va plus parler de PHN, etc. On va espérer que ça va faire pas disparaître le zona, mais en tous les cas, le diminuer de façon très importante. Qu'y a-t-il en France comme recommandation? Selon les études médico-économiques, normalement, c'est tous les ans. En France, c'est entre 60 et 74 ans. On va voir. Il n'y a pas de dose de rappel à prévoir pour l'instant. Le Shingrix, donc celui qui est le nouveau vaccin, qui n'est pas un virus vivant atténué, mais un vaccin adjuvé et conjugué, devrait solutionner l'affaire. Poursuivre, ce qui ne change pas, c'est ça. Et ça, c'est dramatique, en fait. C'est dramatique à un point terrible. C'est-à-dire qu'il y a moins de 60%, qu'est-ce que je dis? Moins de 50% actuellement, aujourd'hui, de gens de plus de 65 ans vaccinés contre la grippe. En EHPAD, on est à plus de 90%, mais il y a des EHPAD, et il y a 20% des EHPAD chez qui c'est inférieur à 80%, sans explication. Chez les professionnels de santé, on est à moins de 30% habituellement, et l'année dernière, moins de 20%. Sur le pneumocoque, on était à moins de 20% chez les plus de 65 ans. Quand on regarde l'étude Covarisk qui a dû être présentée par Elisabeth, en fait, on est à 10% en fait, de vaccination anti-pneumococcique. Avec des endroits, des gens qui ont des comorbidités qui sont dans l'indication, c'est 2% chez un certain type de patients comorbides. Regardons la Covid. Schéma complet, on a l'impression qu'on est champion du monde. Quand on parle du rappel 4e dose, on est à moins de 50%. C'est-à-dire que s'il y avait une épidémie avec un Covid aussi méchant là, la situation sanitaire française explose. Donc, il y a un vrai engagement à avoir. Et puis, je ne vous présente pas les données Zona. Pourquoi? Parce que, en fait, Zona, c'est moins de 3% dans la cible, 65-74 ans. Personne ne s'occupe de ce Zona. 300 000 cas annuels. Alors, je vous dis, ça, c'est une autre façon de vous représenter la catastrophe, mais vous avez ces données-là. Plus de 50% de la population âgée et très âgée est à risque de Covid aujourd'hui. À croire qu'on a envie de faire travailler mes collègues urgentistes, et c'est sûr. Alors, et je vais bientôt terminer, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? Eh bien, ce qu'on a fait pour le Covid à un moment donné, on devra le faire pour toutes les vaccinations du sujet âgé. C'est de faire une vraie coordination, une vraie politique volontariste avec les fonctionnalités. Ce n'est pas seulement de dire maintenant les pharmaciens, vous pouvez vacciner, allez-y. Comment ça, vous ne le faites pas? Mais allez-y, quoi. On vous a dit que vous aviez le droit. Mais comment on le fait? Comment on reçoit? Comment on vaccine en EHPAD? Qui sont les gens qu'on vaccine? Ceux qui viennent à la pharmacie? Que font les 15-20% qui n'ont même pas eu, les 15% de plus de 80 ans qui n'ont pas eu un seul vaccin anti-Covid parce qu'ils ne se déplacent pas? Quand on fait de la politique vaccinale, ce n'est pas seulement des recommandations, c'est mettre en place toute la possibilité. Et puis, on évalue et on fait un suivi de ces actions-là. On n'oublie pas de faire les rappels. Et donc, bien sûr, si c'est ça, on veut évaluer le suivi des actions, ça veut dire qu'il faut avoir un suivi des maladies à prévention vaccinale, avoir l'incidence du zona annuel, avoir l'incidence du Covid, on l'a, c'est super, mais on ne l'a pas en temps réel sur la grippe. Si je vous dis combien il y a de gens vaccinés, quelle est l'incidence de la grippe aujourd'hui, eh bien, on a des proxys autour de la grippe. Les PCR ne sont pas aussi utilisés que la PCR Covid. On ne mesure pas les couvertures vaccinales à titre local et vous ne savez pas combien vous avez de professionnels de vaccinés autour de vous. Vous ne savez pas combien il y a de gens autour de vous de plus de 65 ans qui ont reçu leur dose, de gens de moins de 65 ans qui sont à risque. Et donc, vous ne recevez pas, vous, en tant qu'effecteur engagé, pharmacien,
eh bien, vous n'avez pas. Quand on fait tout ça, il y a plus de 100 études dans le monde qui montrent que quand on fait tout ça, la politique vaccinale, ça marche. En fait, il n'y a pas de politique vaccinale en France actuellement, mais ce n'est pas grave. Alors, les messages clés, c'est les efficacités des vaccins sont perfectibles, c'est sûr. C'est sûr. On attend un nouveau schéma pour le pneumocoque, pour le zona, c'est sûr. La Covid-19, c'est compliqué, la grippe, c'est compliqué parce que ça change souvent, sauf les couvertures vaccinales. Je dirais que si on a un devoir aujourd'hui, c'est de dire qu'on a besoin d'une vraie politique vaccinale engagée pour tous les vaccins. Cependant, je dirais le dernier message, c'est même si on sait que tout est possible et qu'on peut attendre beaucoup de choses de nos collègues du gouvernement, on a quand même quelques petits éléments locaux autour de nous pour ne pas louper aucune opportunité vaccinale. Voilà, je vous remercie et je suis à disposition pour toutes les questions. Merci Gaëtan pour cet exposé fort utile sur le zona, le Covid et la grippe, qui nous permet de faire, il est vrai, une bonne piqûre de rappel, si on peut dire, notamment sur le zona, qui est c'est vrai, assez peu connu et on se rend compte de l'enjeu assez important. Donc, j'invite nos participants à s'exprimer dans le forum de discussion. Donc, vous avez un icône tout en bas de votre écran, discussion. Je prendrai les questions, je vais les poser au professeur. Privilège d'animer le webinaire. Je vais lui poser la première question. Donc, j'en avais deux, mais j'ai bien compris que les vaccins, quand même, haute dose, il va me le confirmer dans la grippe, sont assez utiles. Il y en avait eu plusieurs. Parfois, on a certains pharmaciens où on entend dans les réunions de groupe que c'est purement marketing. Donc, visiblement, ça ne l'est pas. Et je pense que Gaëtan me le confirme, on a un vrai gain d'efficacité. Oui, tout à fait. Et il y a donc un essai randomisé, ce qui limitait la recommandation préférentielle pour l'instant de l'HAS, c'était qu'il y avait des essais sur du trivalent et pas sur du quadrivalent. Là, il y a un essai quadrivalent qui est en cours, mais le pilote du quadrivalent a déjà démontré au Danemark cet hiver, et donc c'était présenté à la Société européenne de cardiologie, une efficacité sur la mortalité. Donc, bon, c'est peut-être un coup de chance, donc il faut faire attention. Pourquoi? Parce qu'on peut montrer des choses assez facilement. Vous avez vu que les épidémies grippales variaient d'une année à l'autre. Donc, les essais randomisés, il faut mieux qu'ils soient faits sur plusieurs saisons. Voilà. Mais ce qui est évident, c'est que tout ce qui se disait sur l'immunogénicité était vrai. Tout ce qui s'est vu en clinique, il faut bien voir qu'en EHPAD, le trivalent, il y a un essai randomisé en EHPAD. Et il n'y a pas d'autres équivalents qu'un essai randomisé qui comparait, non pas au placebo, comme la plupart, c'est par rapport au standard dose. C'est comme si maintenant, vous diriez, on va un nouveau vaccin Covid, il va falloir qu'il se compare au Moderna, au Pfizer. Eh bien, actuellement, il n'y a pas ça, ceux qui arrivent. Ils vont être et on va les valider par rapport à du placebo. Donc, c'est très, très, très important, ce truc-là, c'est de dire, voilà, le HD, il a été se comparer au comparateur. Dans l'ostéoporose, on va faire le nouveau traitement anti-ostéoporotique contre le traitement anti-ostéoporotique de référence. Dans la vaccinologie, c'est un petit peu bizarre, mais on a laissé faire ces choses-là. Donc, moi, je pense que c'est vraiment des données importantes. Et gagner 24% quand on sait qu'on n'arrive pas à gagner en termes de couverture vaccinale, c'est toujours intéressant. J'ai une seconde question assez rapide de terrain, peut-être, il y a d'autres pharmaciens qui l'ont exprimé. Sur le schéma Covid actuellement, notamment chez le plus âgé, on voit que globalement, malheureusement, on a des taux de couverture qui ne sont pas bons. Ça fait penser un peu à notre observance médicamenteuse qui parfois n'est pas bonne, où on a du bidouillage. Là, globalement, le problème de se vacciner tous les 3 mois, c'est que les gens sont un peu perdus. Alors nous, on rabâche, même nous, on est perdus avec les recommandations. Pour la grippe, on n'a pas une excellente couverture, mais malgré tout, on a quand même un certain nombre de patients qui se disent, voilà, maintenant, d'octobre à début décembre, je fais ma vaccination antigrippale, je le sais toutes les années. Est-ce que vous pensez qu'à un moment donné, il n'y aura quand même pas moyen de simplifier ce schéma vaccinal de manière à avoir un rendez-vous annuel, peut-être biannuel, pour nos patients, de manière à avoir une couverture vaccinale un peu meilleure? Alors, est-ce que on pourrait le simplifier tout en ayant des vaccins un peu identiques à maintenant, ou est-ce que avec une nouvelle génération de vaccins, vous pensez qu'on peut l'envisager? Alors, c'est un tout petit… Voilà, il y a 2 niveaux de réponse. Il y a l'épidémiologie qui nous guide. Et donc, en fait, la grippe, pourquoi la grippe, on ne le fait qu'une fois par an? C'est parce qu'en fait, il n'y a pas de grippe ou il n'y a pas d'épidémie de grippe en dehors après avril-mai. S'il y avait une épidémie pendant l'été, on serait un petit peu dans le même cas.
on serait obligé de revacciner probablement. On ne s'est jamais amusé à le faire parce qu'il n'y a jamais eu d'épidémie estivale. Donc, ça veut dire que le Covid, à partir du moment où il va devenir saisonnier, c'est ce qui nous arrangerait le mieux, mais pour l'instant, il ne l'est pas encore complètement, et on a des hauts niveaux d'incidence. Maintenant, il faut voir ce que c'est que l'épidémie Covid. Si le Covid devient un espèce de rhinovirus, on va commencer à lâcher un peu les affaires. Si le Covid reste un équivalent de grippe, on ne peut pas lâcher les affaires, et donc il faut qu'on garde cette force et cette cloche qu'on met quand on vaccine. Mais l'autre solution, ce n'est pas le virus, c'est le vaccin. Et donc, si demain, on a des vaccins protéinés plus classiques qui protègent 1 an, qui protègent 2 ans, etc., sur des souches, on voit bien que ça pourrait être la solution, comme vous le dites. Donc, on a les deux aspects, et ça, on ne les maîtrise pas. Il y en a un qu'on maîtrise, c'est les nouveaux vaccins qui vont arriver, qui vont bientôt arriver, sur lesquels on espère effectivement des durées d'action beaucoup plus longues. Mais il y a l'épidémie aussi, et l'épidémiologie pourrait nous sauver avant l'arrivée des vaccins. Merci. Je vais prendre les questions des collègues. Alors, première question qui avait été posée, c'est est-ce que lors d'injection Prevnar Pneumovax est-il important? Il y a souvent des ruptures. Alors, bien sûr, l'ordre est important. Et il ne faut pas commencer par le Pneumovax, parce qu'il y a une diminution d'efficacité sur les vaccins conjugués. Et probablement, c'est vrai aussi sur le PCV15 et le PCV20 qui vont venir. Donc, si on fait une double vaccination, il faut faire le Pneumovax au minimum 8 semaines après le Prevnar. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment important. Mais après, c'est minimum. Vous pouvez le faire 3 mois, 4 mois, etc. Les Américains disaient 1 an. Donc, vous voyez, il n'y a pas de souci. C'est juste que pendant cet intermède-là, on n'est pas aussi efficace sur les autres souches qui ne sont pas dans le Prevnar. Donc, voilà, un petit peu. Donc, oui, c'est important, l'ordre. OK. Alors, une autre question, quand on ne connaît pas le schéma vaccinal antérieur du patient, comment pouvons-nous vacciner contre le pneumocoque? Ah, alors, c'est une très bonne question. En fait, ça fait très, très peur. Ça fait très peur parce qu'il y a eu, il y a des années, des cas, je dirais, d'intolérance à un moment donné, mais voilà, on n'en parle plus trop. Et du coup, je dirais que si on ne connaît pas le schéma, si personne n'est capable de dire si dans le mois, les 2 mois, les 3 mois qui viennent de passer, les gens ont reçu un vaccin ou pas, si dans l'année, ils n'ont pas réussi, ils ne peuvent pas vous dire, et bon, je sais bien qu'il y a des gens qui ont des troubles cognitifs, etc., etc. S'ils ne se rappellent pas d'avoir, ou quelqu'un de la famille ne se rappelle pas avoir eu le vaccin, il faut vacciner. C'est vraiment important. Moi, alors, je sais que c'est hors reco, hein, mais je n'ai pas le temps de vous montrer, mais il y a un surrisque de pneumonie chez le sujet âgé ostéoporotique, chez le sujet âgé qui a des troubles neurocognitifs. Sur des tonnes de pathologies associées à l'âge, en fait, il y a un surrisque. Donc, l'âge en lui-même est un facteur de risque. Donc, j'espère bien qu'à l'occasion du changement des valences, on arrive aussi à changer ça et à dire simplifions les choses, ne regardons pas tout et vaccinons dès que les gens ont plus de 65 ans. Et l'autre élément, c'est-à-dire quand on ne sait pas, vaccinons. OK. Question d'un pharmacien, hop, qui n'est pas très loin de chez moi en plus, me semble-t-il. Alors, il met, sauf erreur de ma part, le Zostavax, donc le vaccin contre le Zona, ne fait pas encore partie des vaccins administrables actuellement par les pharmaciens. Avez-vous une information sur le sujet? Qu'en effet, c'est un vaccin vivant atténué. Donc, actuellement, nous, on n'a pas le droit d'injecter les vaccins vivants atténués. Donc, l'année prochaine, il faudra regarder si il est prévu dans les décrets de prescription qu'on puisse le prescrire puis l'administrer. Est-ce que notre professeur a d'autres indications à ce sujet-là? Alors, moi, je n'ai pas d'indication si le Zostavax demain va faire partie de la liste. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une demande, je dirais, de recommandation spécifique sur un vaccin qui, comme je vous disais, est adjuvé. Et donc, ce n'est pas un vaccin, c'est un vaccin à partir de protéines. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème s'il rentre dans le cadre de la vaccination faite par les pharmaciens et la prescription.
Normalement, le Shingrix, il n'y a aucune raison que vous puissiez pas l'injecter aussi ou le prescrire. Et avec un peu de chance, ce sera dès 60 ans. En plus, il y aura une vraie simplification. Je vous rappelle qu'actuellement, la recommandation et le remboursement, c'était chez le 65-74. Non immunodéprimés, enfin voilà, avec la liste des immunodépressions. Voilà. Bon, quand on regardait tout ça, non seulement les médecins ne voient pas trop l'intérêt, étaient peu informés, il y a peu de gens qui étaient au courant que le Zostavax existait, mais en fait, c'est ce que je vous dis, c'est on fait une recommandation, on ne fait pas de politique vaccinale, donc on ne dit pas, on n'informe pas et la population et les prescripteurs et les effecteurs que ça existe. Ben, résultat, moins de 3% de couverture vaccinale. Et encore, c'est pas l'État qui fait ça. C'est-à-dire qu'il fait une recommandation, il met en vente des choses, mais on ne regarde pas. Ce n'est pas un objet de santé publique. Et donc, on voit bien qu'il y a un grand vide actuellement qu'on n'a pas eu entre, je dirais, le 1er janvier 2021 et la fin juin 2021, parce que 1er janvier à fin juin, il y avait une politique tout Covid qui a été faite où tous les jours, on avait le nombre de vaccinés, tous les jours, on avait ça. Et donc, on a ce truc-là avec un renforcement des effecteurs. Vous vous rappelez des campagnes de vaccination. Renforcement des effecteurs. On ne vaccine pas bien, boum, on fait un nouveau truc et on réagit et on adapte. En fait, ça, c'est même abandonné pour la Covid. Maintenant, on pense que juste de dire, regardez, la couverture vaccinale est très faible. C'est ce que je vous ai fait là tout à l'heure. Regardez, la couverture vaccinale est très faible. En fait, non, ça ne marche pas. Parce qu'en fait, les effecteurs, on ne leur donne pas les moyens d'aller faire. Moi, en EHPAD, collègue qui dit, j'ai dit, il faut faire à nouveau des équipes mobiles. On a demandé, et sur mon ARS, hein, j'ai dit, ARS départemental, j'ai dit, faites le tour des EHPAD qui n'ont pas encore vacciné contre le Covid et contre la grippe. Contre la grippe, c'est un peu plus simple parce que c'est une seule dose. Là, c'est 7 doses encore pour la Covid. Les gens, ils hésitent, ils se posent 40 millions de questions. Ils sortent d'une époque où il ne fallait surtout pas jeter de doses. Maintenant, si on ne jette pas de doses, on ne vaccine personne, donc on attend, etc., etc. Ça fait qu'il y a des EHPAD et des résidences autonomie qui sont à moins de 50% de gens vaccinés. Donc, on a des vraies épidémies. C'est même pas à risque, c'est qu'actuellement, moi, dans mon coin, il y a 2 épidémies en cours à plus de 20 cas, plus de 20 cas symptomatiques. Alors, heureusement que ce n'est pas du SDRA, hein, mais c'est des gens qui prennent du temps. Et c'est des gens à qui on va faire diminuer la qualité de vie, hein, puisqu'ils vont avoir… Donc, le vrai truc, que ce soit pour Zostavax, que ce soit pour tous ces trucs-là, c'est la mise en place d'une politique vaccinale territoriale au plus proche des effecteurs, que sont vous, que sont moi, que sont mes collègues, et qu'on organise quelque chose au niveau départemental pour pouvoir suivre les affaires et savoir si on fait bien, et remonter aux copains de l'URPS, aux copains de l'ARS, etc. Voilà, nous, notre problème pour aller vacciner actuellement, c'est ça. On veut bien y aller, mais on ne peut pas pour telle ou telle raison. Très bien, on fait une action en ce sens-là. Et dernière ligne droite de questions, peut-être question courte, réponse un peu plus courte. Un pharmacien qui pose la question, est-ce que le nouveau schéma pour le pneumocoque est attendu prochainement, début 2023, ou ça sera un peu pour plus tard? Non, ça va Il être faut pour plus attendre. tard. Ça va être pour plus tard parce que, alors sauf s'ils ont le temps de le faire avant le calendrier vaccinal d'avril 2023, ce qui n'est pas gagné, mais la commission ne fait qu'actuellement travailler dessus. Donc, ils sont en plein travail d'analyse et souvent demandent une analyse médico-économique pour voir qui va être le plus intéressant, le PCV 15 plus PP 23 ou PCV 1 tout seul. C'est ça qu'ils sont en train de travailler, je pense. Et avec ces données-là, ils vont pouvoir émettre un avis. On espère tous que l'avis soit avant avril, parce que s'il y a un avis avant avril, il y aura un calendrier vaccinal qui ira avec. S'il est après avril, ce sera pour l'année prochaine. OK. Autre question, pourquoi on ne peut pas faire une primo-vaccination Covid avec le bivalent? Pourquoi on ne peut pas faire une primo-vaccination Covid avec le bivalent? Je n'ai pas cette notion. D'accord, parce que ça, c'est vrai que
Nous, c'est vrai qu'il y a plusieurs pharmaciens qui ont fait remonter. On pensait qu'il fallait utiliser les anciennes. Pour vous, il n'y a pas de problème particulier en primo-vaccination, utiliser un Non, bivalent, non, quoi. non, 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 c'est celui qui est recommandé actuellement. Donc, moi, je ferai celui-là, bien sûr. Et puis rappel, etc., etc. Puis de raison, forcément, d'utiliser ça, c'est ceux qui courent actuellement. Donc, il faut mieux se protéger contre cela. Après, enfin bon, voilà, je dirais ça pour répondre simplement. Mais il y a de sous-tendus d'autres éléments. Comme le fait de, plus vous avez été vacciné par des vaccins différents, plus vous allez avoir une espèce de répertoire qui va être important et qui peut aller au-delà de seuls bivalents. Donc, c'est pour ça que changer de vaccin n'est pas un problème, voire même c'est presque un avantage. Voilà. Mais de même qu'avoir une infection était plus protecteur, avoir eu l'infection plus un vaccin était plus protecteur qu'avoir eu les vaccins tout seuls. OK. Quelle distance entre 2 injections de Prevnar et de vaccin pour la grippe en termes de jours ou de semaines? Aucun. On co-administre. OK. Donc Prevnar plus grippe, co-administration possible. Co-administration possible. OK. Autre question. Quel est le schéma vaccinal avec Nuvaxovid? Le schéma, alors lequel c'est? Je n'ai pas entendu. Nuvaxovid. Nuvaxovid. Ouais. Alors moi, je ne connais pas, mais Moi non plus. Alors, s'ils peuvent préciser, c'est Nuvaxovid, Spike SARS. Si, ouais, c'est le un nouveau nom. SARS-CoV-2. Ouais, c'est un nouveau vaccin. C'est Le vaccin c'est le contre le bivalent. corona. C'est le nom officiel du bivalent. Ouais, ça doit être le nom, c'est le nom de la spécialité. Virale, sous-unité protéique. Alors, est-ce qu'on parlait de là peut-être de celui chez Sanofi qui arrive, Ah oui, adjuvanté? mais ça, voilà, mais celui-là, on ne l'a pas encore. Il n'est pas encore autorisé. Et le schéma, bah, de toute façon, ce sera un schéma un peu particulier à 2 injections, a priori, sur ce qui a été sur le vaccin protéiné. A priori, on sera là-dessus. Après, il y a des données qui sont en cours, voilà, en cours d'analyse sur ce que fait le monovaccin. Mais je ne peux rien dire. OK. Alors, autre question, j'en ai une dernière. Est-ce qu'il est recommandé de vacciner par Zostavax un patient ayant déjà eu un zona? Ça, c'est une bonne question. Oui, 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 il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Après, c'est le délai. Pourquoi? Parce que, et il n'y a pas de réponse sur le délai. Voilà. Moi, je l'ai fait personnellement pour une proche, une très, très proche, qui était en plus à la limite, hein, qui arrivait à l'époque à la limite de l'âge de 74 ans et qui avait eu le zona. En fait, on dit globalement que la maladie zona booste l'immunité. Et à partir du moment où vous avez un booster immunitaire, puisque finalement, le vaccin anti-zona n'est qu'un booster immunitaire d'une infection latente qu'on a. Hein. Le zona, c'est en fait c'est la varicelle, mais qu'on a le VZV qu'on contrôle au sein de nos ganglions spinaux grâce à une immunité lymphocytaire T CD8 particulière au niveau de ces ganglions. Et quand vous avez une diminution d'efficacité, vous avez à nouveau le virus qui se propage le long de l'axone et qui va finalement s'exprimer au niveau du dermatome qui est adjacent à vos ganglions spinaux. Si vous avez une infection, vous allez faire un boost immunitaire exactement, voire des fois même plus fort que le vaccin. Et donc, ça va vous protéger encore un moment. Il n'y a pas de données pour dire à quelle vitesse ça va diminuer. Mais au global, tout le monde s'accorde à dire 1 an. 1 an après le zona, normalement, vous allez retrouver votre immunité que vous aviez déjà perdue, qui vous a fait faire, et donc on vaccine. Voilà. Donc, mais c'est vraiment un avis comme ça. Hein. Il n'y a pas de données qui montrent ça. Est-ce qu'on a une influence de ce vaccin-là, alors on a compris 1 an après, sur d'éventuelles douleurs post-zostériennes ou pas du tout? Non, non. Le vaccin, se faire vacciner, si on a des douleurs post-zostériennes, le vaccin ne va rien faire contre les douleurs post-zostériennes. Voilà. C'est à cause des liaisons, c'est les lésions qui ont fait que. Ouais. C'est les lésions qui ont fait que, et malheureusement, alors, les douleurs post-zostériennes, c'est vraiment quelque chose de terrible. Hein. Faut savoir que ça a une influence sur la cognition,
ça donne des troubles attentionnels, les douleurs neuropathiques au sens large, et particulièrement étudié dans ce modèle, parce que c'est un très beau modèle de douleurs neuropathiques. Donc, il y a pas mal de collègues qui s'y sont intéressés. Et des collègues qui s'y sont intéressés de Clermont, qui sont des algologues, ont bien démontré qu'il y avait des troubles attentionnels et des troubles cognitifs qui étaient liés en dehors de la prise médicamenteuse. Je ne vous parle pas de la prise médicamenteuse, parce que ça, c'est des douleurs post-ostériennes chez 10% des gens non contrôlés sous traitement chronique, anti-épileptiques, antalgiques de tout genre, etc. Donc, c'est des gens qui mangent du médicament, hein. Vraiment, c'est très compliqué. Ok, je pense qu'on va prendre une des dernières questions. Alors, on en a déjà parlé, mais après 74 ans, pourquoi ne vaccine-t-on plus contre le zona? Du moins, pourquoi est-ce que ce n'est pas indiqué? Alors, on a eu dans le diaporama la Oui. réponse. Est-ce que vous pouvez nous la rappeler? Alors, très rapidement, il est indiqué au niveau des études cliniques comme une efficacité conservée, quel que soit l'âge, après 50 ans. Pourquoi on l'a mis entre 60 et 74 ans? Idem en UK, différent en Autriche, différent aux Pays-Bas. C'est qu'en fait, les études médico-économiques montraient qu'il fallait dépenser plus de 20 000 euros, la société globalement. Le gain en ce qu'on appelle en quali, hein, donc c'est en années de qualité de vie, se paye. Et je dirais la France a dit au-delà de 20 000 euros, nous, ça ne nous intéresse pas. C'est-à-dire qu'une année de gagné en qualité de vie ne doit pas dépasser 20 000 euros de dépenses. Mais ça, c'est valable pour tous les médicaments, hein, quel que ce soit le vaccin, etc. Et donc, quand on fait ça, et que dans un modèle mathématique, vous ne mettez pas la dépendance fonctionnelle, vous ne mettez pas la consommation médicamenteuse, vous ne mettez pas la douleur post-ostérienne, puisqu'ils ne l'avaient pas mise, mais qu'ils avaient mis seulement l'incidence du zona, vous avez vu l'efficacité sur l'incidence du zona qui diminue vraiment très fort avec l'âge, et au-delà de 80 ans, finalement, le vaccin ne diminue que de 20% l'incidence du zona. Eh bien, oui, il n'était pas très efficace médico-économiquement. Si par contre on avait mis la dépendance fonctionnelle, vu le coût que ça coûte, je pense que ça aurait été coût efficace. Mais ça n'a pas été mis dans le modèle. De fait, la réponse du comité technique de vaccination, c'est de dire il faut le faire que dans cette zone-là. Je ne sais pas si j'ai été clair. Ah ouais, très Donc, bien. c'est une décision médico-économique, hein, exclusivement. Ok. Oui, dernière chose, j'avais un pharmacien qui rappelait que le Nuvaxovid, c'était le vaccin du laboratoire Novavax. Et c'est vrai qu'on n'a pas D'accord. pu beaucoup. OK. Donc, on n'a pas encore. OK. Si, qu'on avait disponible à la commande. Et oui, après. Ouais, après. Donc, de toute façon, pour l'instant, en termes quand même d'efficacité, à l'heure actuelle, les vaccins RNM restent. Ça reste notre arme. Ça reste notre arme, particulièrement chez le sujet âgé, du fait de l'efficacité très forte dès qu'on les vaccine, hein. Le problème est la couverture actuellement, essentiellement. Et comme vous le disiez, comme tu le disais, c'est demain avoir des vaccins protéinés qui vont nous permettre d'avoir des durées on espère en tous les cas, des durées d'efficacité. Mais on aura des efficacités qui seront certainement inférieures. C'est-à-dire qu'on va perdre en efficacité, probablement, en pourcentage d'efficacité. Par contre, on va gagner en durée. Donc, ça va être ça. Et il va y avoir des schémas certainement très particuliers en fonction des profils des patients. On va rentrer dans des choses très compliquées. Mais on voit bien que c'est l'arme de l'ARN, c'est on a une épidémie, on veut réagir vite, allons-y, inondons les gens, puisque c'est vraiment très important s'il y a des messages à tenir. Si aujourd'hui il y a des choses à faire, c'est vacciner les résidents, vacciner tout le monde contre le Covid, et contre la grippe, vacciner tout le monde, tous les patients à risque, mais en plus vacciner tous les professionnels. Pourquoi? Parce que il y a 2 à 3 professionnels sur 4 qui réagissent au vaccin antigrippal, alors qu'on a une personne âgée sur 3 qui réagit au vaccin antigrippal. Donc, quand vous vaccinez tout un EHPAD, toute une résidence, toute une collectivité de sujets âgés, sachez qu'il y en a encore les 2 tiers qui restent à risque. Donc, on a vraiment intérêt d'être tous vaccinés contre la grippe, mais contre la Covid aussi. Écoutez, je pense que c'était un beau message de fin. En tout cas, je voulais remercier Gaëtan pour toutes ces explications importantes, je pense, dans ces domaines particuliers, et ça change du DT polio qu'on connaît quand même mieux.
Hein, ça nous permet de faire un point, d'accompagner les pharmaciens dans notre future mission, pas facile, pas évidente, nouvelle, et il va falloir se former d'ailleurs de prescription vaccinale. Je remercie également Emma pour son assistance technique et on vous retrouve le mois prochain, c'est-à-dire en janvier, pour la vaccination de l'adolescent. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour connaître les dates et les liens. Et n'hésitez pas à nous retrouver pour le replay sur notre chaîne YouTube, URPS Pharmacien Aura. Il n'y a qu'à le taper dans Google ou dans le moteur de recherche et vous tomberez sur l'ensemble de nos replays. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi et je vous remercie. Merci, merci, à bientôt, au revoir. Merci à tous.